Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir un nouveau dispositif qui permet d'augmenter significativement les chances de survie en cas d'arrêt cardio-respiratoire. Alors c'est parti, on perd pas de temps, let's go! Bonjour Christophe, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un nouveau dispositif, comme je vous ai annoncé, qui permet d'augmenter les chances de survie. Et bah, c'est quoi ce dispositif? Alors, c'est un dispositif qui s'appelle EOLife, c'est une gamme. On a un dispositif, une partie pour la formation et une partie effectivement pour l'opérationnel. À quoi ça sert? C'est un dispositif de mesure de la ventilation qu'on administre avec le ballon, que les secouristes administrent avec le ballon et avec le masque. Donc aujourd'hui, quand on appuie sur le ballon, on est incapable de dire quel est le volume qu'on administre. Aujourd'hui, grâce à ce dispositif, on va mesurer ces flux et ça va tout changer. Ok, d'accord. Donc c'est un dispositif qui se place, tu vas nous montrer je pense, mais qui se place entre le ballon et le masque. Exactement. Et qui permet de quantifier le volume qui est administré pendant la réanimation. On peut le comparer par exemple au compteur de vitesse de nos voitures. D'accord, ok. Les compteurs de vitesse de nos voitures, ils nous donnent la vitesse à laquelle on doit rouler. Si on doit rouler à une certaine vitesse, c'est pour éviter des accidents et on doit suivre ces limitations pour être moins accidentogène. Là, c'est pareil. On doit suivre un certain volume. C'est les sociétés savantes qui nous le disent. Aujourd'hui, sans mesurer, on ne peut pas. Là, maintenant, grâce à EOLife, les secouristes vont pouvoir le faire. Ok. Et est-ce que tu peux nous redire juste l'intérêt d'avoir une bonne ventilation pendant un arrêt cardiaque? À quoi ça sert? Alors, la ventilation dans l'arrêt cardiaque, elle est nécessaire pour oxygéner le sang. On fait le massage, ça amène une circulation du sang qui remplace le cœur. Mais ce sang, s'il n'est pas oxygéné, du coup, il va pas du tout faire son objectif, va pas remplir son objectif qui est oxygéner les organes, notamment nobles, comme le cerveau, et amener des séquelles neurologiques majeures ou des séquelles irréversibles. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais juste préciser un élément très important, c'est que dans la prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire, lorsqu'on est sur la prise en charge par des secouristes, on reste sur 30 compressions et 2 insufflations. Par contre, pour le grand public, lorsque vous êtes en train de prendre en charge quelqu'un qui est en arrêt cardio-respiratoire, vous n'avez pas ce matériel. On se concentre vraiment sur le massage cardiaque initialement parce qu'il vaut mieux que le sang circule, même s'il y a peu d'oxygène, le plus important, c'est qu'il circule. Mais on sait que dans un deuxième temps, il y a des secouristes qui vont arriver justement avec du matériel spécifique et qui va ventiler le patient. Exactement, c'est tout à fait ça. Ok, donc je te laisse nous montrer un peu plus le dispositif. Alors on a un dispositif, il est constitué de deux pièces. On a l'instrument de mesure, le sensor, qu'on va connecter au boîtier, l'EOLife. Ensuite, on allume et le dispositif globalement est très intuitif. On va sélectionner l'interface adulte, le poids du patient, la taille du patient. Il faut mettre la taille du patient. La taille du patient. Pour estimer la capacité des poumons. Voilà. On va choisir le mode de réanimation parce qu'on peut avoir une intubation ou une ventilation au masque comme le font les secouristes. Là, on va simuler une intubation. Ventilation monitorée et c'est parti. Donc ça se place vraiment entre le masque et le ballon. Entre le masque et le ballon. Qui se met entre les deux, en effet. Et je vais prodiguer mes insufflations et tout de suite, mon dispositif va m'indiquer le volume que je viens d'administrer et surtout va m'indiquer le volume qui rentre vraiment dans mes poumons. Aujourd'hui, les secouristes se focalisent sur la montée du thorax, mais la montée du thorax, elle peut être différente d'un patient à l'autre. Oui, parce qu'en fait, exactement pour savoir si on est efficace ou pas, des fois on ne le sait pas. Et en effet, le seul critère qui nous permet de savoir si on a de l'air qui rentre, c'est de voir si la poitrine gonfle en fait lorsqu'on insuffle, mais des fois, comme tu l'as dit très justement, c'est difficile pour certaines raisons de savoir si on est efficace ou pas. Et là, au moins, on a un rétrocontrôle vraiment de l'efficacité. Exactement. Et là, tout de suite, j'ai mon volume courant qui est affiché. Donc le volume courant, c'est le volume qui rentre dans les poumons. Voilà, c'est le volume, c'est pas le volume que j'insuffle, parce que là, je peux insuffler du volume, par exemple. Regardez, j'insuffle là 700 millilitres. Mais je l'ai insufflé dans l'air, donc j'ai 0 volume courant, puisque effectivement tout est parti dans l'air, j'ai eu 100% de fuite. Par contre, si je le pose sur mon patient... Est-ce que tu peux juste remontrer bien comment est-ce qu'on fait pour plaquer un masque? Parce que ça c'est intéressant et je ne sais pas si même au niveau secouriste, tout le monde ne le sait pas exactement. Alors le plaquage du masque, c'est vrai qu'on peut le réapprendre aussi grâce à ce dispositif puisqu'on va faire attention aux fuites. Et le masque prend le nez et la bouche parce qu'on a de l'air qui peut éventuellement rentrer par le nez également. Nez et bouche, vous voyez que le masque ressemble à un triangle et qui est constitué par les ailes du nez et les commissures des lèvres. Donc on pose le masque
aile du nez, commissure des lèvres. On applique nos mains sur la partie rigide du masque et on évite de toucher à la partie souple qu'on appelle la jupe. On tire en arrière légèrement la tête, ce qu'on appelle la subluxation, et puis on administre. Et ça, cette manœuvre-là, c'est très important, c'est ce qu'on appelle la libération des voies aériennes. Et d'ailleurs, j'en ai également déjà parlé dans une vidéo et je pense que je vais vous remettre le lien juste ici, comme ça vous pourrez voir éventuellement. Et là, au moins, on a de l'oxygène qui peut être insufflé et on a le retour sur le volume qu'on va insuffler. Je simule une intubation, je suis mon cadencement, vous voyez, j'ai 3, 2, 1 ventilé. Et si effectivement j'étais en ventilation de secouriste, c'est-à-dire en ventilation 32 avec 30 compressions, bah, je vais avoir à peu près la même méthode. Donc là, on va simuler les 30 compressions, 25, 26, 27, 28, 29. Ouais, vas-y. Je veux bien que tu masses 25. Allez, je donne de ma personne. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et moi, j'insuffle mes 2 pressions. Et là, on voit effectivement que j'ai une ventilation parfaite. Si je fais des erreurs avec Léolife, par exemple, si j'ai des fuites, ce qui arrive dans la plupart des cas, on va voir apparaître une alarme. Voilà, le dispositif me dit attention, fuite importante. L'air que j'administre dans mes poumons n'est pas suffisant. Mon volume d'air n'est pas suffisant. Donc je dois corriger ma tenue de masque et arriver au volume courant cible. Et là, je vois 46%. Du coup, de batterie, comment ça se recharge, c'est ça? Oui, il se recharge, le dispositif se recharge comme un téléphone, effectivement, par une batterie. On a une batterie qui tient au moins 5 heures quand on est à des températures comme aujourd'hui de moins 10 degrés. Il y a de quoi faire. Sinon, ça tient un petit peu plus longtemps. Et effectivement, le dispositif est parfaitement adapté aux secouristes, il est résistant. Et c'est vrai que j'en ai vu très peu encore. J'ai vraiment vu très peu de ce type de dispositif. Ça fait combien de temps que ça existe? Alors, la société dont je fais partie, qui le commercialise, a été créée en 2018 à Besançon. C'est un dispositif qui est issu de la recherche universitaire avec de tes collègues. Aujourd'hui, le dispositif est sur le marché réellement en post-Covid depuis 2021, donc ça fait vraiment 2 ans. Et on est présent dans plus de 15 pays à travers le monde, dont les États-Unis aussi. Mais c'est vraiment une success story française. Le dispositif est issu de l'ingénierie française et est produit aussi en France. Bon, ça fait plaisir. Et j'en profite également pour dire que j'ai aucun lien commercial en fait avec non, pas du tout. C'est vraiment l'objectif de la vidéo, c'est vraiment de vous montrer ce nouveau type de dispositif qu'on peut éventuellement voir sur certaines prises en charge d'arrêt cardio-respiratoire et avec une vraie efficacité apparemment pour augmenter les chances de survie. C'est ça, tout à fait. Là, on a une étude récente d'une grosse équipe de Dallas, publiée par le professeur Ahmed Idriss, qui a démontré que lorsque le volume administré est supérieur à 250 ml, et il l'a démontré sur 2000 patients, donc un gros panel, sur beaucoup de monde, on arrive à tripler les chances de survie de la réanimation cardio-pulmonaire. Parce qu'on sait que les chances de survie sont déjà très basses, tripler c'est quand même énorme. C'est pas anodin. C'est énorme, c'est énorme. Et surtout, le patient, on a plus de survie, mais surtout on a plus de survie sans séquelles. On quintuple les chances de survie sans séquelles. Et c'est très facile à comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous avez de l'air correct qui oxygène le sang, forcément vous avez moins de lésions au niveau cérébral. Je me demande juste, ça coûte cher? Alors non, au regard d'une vie sauvée, ça coûte pas cher du tout. Et même au regard d'un budget global, c'est pas si cher que ça, puisque c'est le prix globalement d'un petit défibrillateur que vous trouvez dans vos salles de sport ou que vous allez trouver effectivement à la mairie, dans vos communes. Globalement, c'est le prix aussi d'un iPhone, hein. Donc on est sur des gammes très raisonnables et ça permet globalement à toutes les équipes de secouristes d'envisager un équipement de leurs ambulances. Autre élément, on sait que la médecine évolue et que la prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire évolue également, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle des recommandations ou des bonnes pratiques à suivre et on sait que c'est réévalué régulièrement. Est-ce qu'un jour, par exemple, ce type de dispositif pourrait rentrer, pourquoi pas, dans des recommandations? Alors ce type de dispositif, là, on vient de vous présenter effectivement le dispositif Cocorico français. Ce dispositif, ça s'appelle les VFD, Ventilation Feedback Device. Alors moi, je parle pas trop anglais, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire dispositif de monitoring de la ventilation manuelle. D'accord, ok. Donc dans l'arrêt cardiaque, hein, sous-entendu. Donc ces dispositifs, il y en a d'autres, il n'y a pas que le dispositif, notre dispositif français. On en a un en Corée du Sud, un concurrent, on en a aussi un aux États-Unis, effectivement par une grosse société de défibrillation. Donc ce genre de dispositifs sont en train de se développer
développer. Pour l'instant, ce n'est pas encore dans les recommandations. Les recommandations sont écrites tous les 5 ans. Les prochaines recommandations seront écrites en 2025 au niveau européen. Donc on espère, oui, que ça rentre à ce moment-là. Okay. Donc ça, c'est jetable, c'est Alors, pour le dispositif opérationnel, oui, ça va être souillé par potentiellement des virus. Donc ce sera à usage unique. Et par contre, pour le dispositif de formation, le sensor est réutilisable. Ouais. Oui, parce que ça, c'est un matériel qu'on peut aussi utiliser, pas que dans le cadre, dans la vie réelle aussi, enfin, c'est également dans les centres de formation. C'est ça. Où justement, les gens peuvent s'entraîner justement à acquérir les bons gestes et à acquérir la bonne ventilation pour justement s'en servir en cas d'intervention. En fait. Exactement. Et j'ajoute que depuis le mois de juin, maintenant, dans le dispositif de formation, on a également la possibilité de s'entraîner à ventiler correctement des enfants. Ce qui est encore plus difficile, ce qui est encore plus fin. Et le dispositif va monitorer également, va s'adapter également au flux d'air à partir de 1 an. Donc globalement, on commence à 1 an, on va finir à 11 ans pour l'âge pour l'enfant. Et puis après, on passera à l'âge adulte où là, on aura trois plages de mesure. Merci beaucoup Christophe, c'était vraiment avec très plaisir. Clair. Je suis vraiment ravi. J'espère que vous comprenez un peu plus ce type de dispositif là et comment ça fonctionne. J'espère que la vidéo vous aura vraiment servi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire comme d'habitude. Pensez à mettre le petit pouce sous la vidéo pour me soutenir et moi je vous dis à la prochaine. Merci. Merci à vous. Au revoir. J'arrive jamais à attendre.